Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une belle soirée, que vous avez dansé un petit peu, mais j'espère surtout que vous êtes bien réveillés. Parce qu'on va parler chiffres d'entrée. Si je vous dis 100 000 tonnes équivalent CO2, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'est le bilan carbone estimé de 2 semaines de COP26, soit l'équivalent des émissions annuelles de près de 9 000 Français. Montrer patte verte, communiquer son bilan carbone en toute transparence, ça devient de plus en plus courant, voire indispensable pour les entreprises, bientôt autant que le bon vieux bilan comptable. Alors qu'est-ce que c'est précisément le bilan carbone? Comment le calculer et surtout comment améliorer son empreinte carbone en mobilisant ses partenaires et ses fournisseurs? On va mettre tout cela à plat avec la star du jour. Donc Philippe Mangeard, président et fondateur de Global Climate Initiative, une plateforme de calcul et réduction des émissions de CO2 créée en 2011. Bonjour Philippe, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Une piqûre de rappel, ça aussi c'est tendance en ce moment. Qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone? Moi, j'aime bien remettre les choses à plat d'abord. Ouais, c'est intéressant de commencer par le wording. Donc, de nouveau, toutes mes excuses pour ce retard. C'était pas un effet de star. Vous l'entendez bien, Philippe? Mettez bien votre micro. D'accord. Voilà. Oui, voilà. donc je répète en clair toutes mes excuses pour ce retard insupportable. Bon, j'ai un petit peu zappé. Donc, le bilan carbone, alors c'est un mot d'usage connu depuis 10 ans, 15 ans. Il ne faut plus dire bilan carbone. Il faut dire bilan GES, bilan gaz à effet de serre. Parce que c'est très important de considérer que le carbone, le CO2, c'est que 80%, 20%, c'est le reste. Moi, j'étais sur l'empreinte carbone. Ouais, donc, le bilan GES permet de dimensionner correctement l'empreinte carbone de toute activité, de toute entité. Alors là, c'est pareil, c'est encore une affaire de wording. Le bilan carbone, évidemment, ça ne fait pas seul bilan comptable, et c'est comme un bilan comptable un moyen de bonne gestion de l'entreprise, de la collectivité, de l'activité, mais c'est pas quand même comme la comptabilité. Il n'y a pas d'association juridique, il y a plutôt, je dirais, une association qui correspond à la volonté de chacun de s'engager. Le bilan carbone, ça peut être le sien, ça peut être celui de cet événement qu'a fait nos amis Carbo hier. Ça peut être celui d'une entreprise, ça peut être celui d'un hôtel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le bilan carbone, c'est un outil donné à quelqu'un qui a une responsabilité sur un type de périmètre, de s'engager ou pas, de prendre sa part ou pas, dans ce que je considère moi depuis 20 ans comme nécessaire, c'est-à-dire prendre sa part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un outil. On peut aujourd'hui comparer ça à des choses qui me concernent particulièrement et personne d'autre dans cette pièce, c'est-à-dire la prise de poids. D'accord? La prise de poids, vous pouvez très bien faire du sport, vous pouvez très bien manger moins, mais si vous n'avez pas une balance, ça ne tient pas longtemps. Et si vous venez pas au footing ce matin? Voilà, ne parlons pas de footing le matin. Donc voilà, donc je dis, le bilan carbone, c'est quoi? C'est quelque chose qui est personnel ou qui est entrepreneurial ou qui est issu de la collectivité, qui correspond à une prise de conscience. Ensuite, quand on fait une prise de conscience, je reviens avec l'exemple de la balance, il faut avoir des outils pour savoir parler chinois entre chinois, anglais entre anglais, français entre français. Donc il y a des méthodes qui sont mises en place, et ces méthodes, il ne faut pas croire que parce qu'il y a un engouement fort depuis 2-3 ans que tout le monde en parle, que c'est tout neuf. C'est depuis 1998 que ces méthodes existent. C'est depuis 1998 que le Greenhouse Gas Protocol a été pondu et donc a défini très rapidement l'histoire de Scope 1, Scope 2, Scope 3, sur lequel je reviendrai plus tard. Et en France, on est vraiment... Il n'y a pas que la COP21 en France. Il y a des gens formidables comme Jean Covici, des organismes formidables comme l'ADEME, qui depuis 2008 nous ont permis de disposer de cet outil qui nous permet d'avancer et de progresser. Donc ici au tableau, vous voyez quelques motivations. Je commence toujours par dire c'est une affaire personnelle. Parce que, vous voyez le dernier point, la réglementation, même s'il y en a, elles sont faibles, elles sont de petite efficacité et surtout elles sont ni contrôlées ni sanctionnées. On parlait hier avec des gens professionnels comme l'ami de Carbo. Malheureusement, il y a tellement peu de gens qui le font, il y a encore moins de gens qui le déclarent que c'est un peu stupide. Donc ce que je pense que l'avenir de notre affaire, de tous ces gens qui s'engagent aujourd'hui sur le bilan carbone, c'est la volonté des individus. Ça sert à quoi? Et là, je reviens à l'entrepreneur que je suis, aux entrepreneurs que vous êtes tous. Ça correspond simplement après à des économies et une méthode meilleure de gestion de son entreprise. Je considère, je le dis souvent avec mes amis de la banque LCL qui nous distribuent, il s'agit d'un terme de pérennité de l'entreprise.
On va développer un peu tout ça, les bénéfices. J'aimerais qu'on continue à faire un peu de pédagogie sur les mots, les termes. Hier, on a parlé de compensation carbone, neutralité carbone. À mon avis, ça fera pas de mal à tout le monde qu'on rappelle un peu toutes ces notions. Alors, je reste sur la COP26, donc, qui s'est conclue vendredi. Parmi les annonces, le Brésil et l'Inde se sont engagés à atteindre la neutralité carbone, respectivement en 2050 et en 2070. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous cette notion de neutralité carbone. Est-ce que c'est valable seulement uniquement à grande échelle? Comme il y a des gens de com ici, il y a la neutralité carbone greenwashing et la vraie neutralité carbone. Et vous expliquez. Ça, c'est un. Deux, la neutralité carbone, vous pouvez l'aborder sérieusement sur 2 niveaux. Il y a un chapitre qui s'appelle la séquestration, donc c'est principalement je plante des arbres, je plante des mangroves, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui s'appelle je permets à quelqu'un qui n'est pas moi de faire moins d'émissions de CO2 et qui compense les miennes. Je prends l'exemple le plus simple, le four solaire qu'on va donner à un Africain de manière à ce qu'il fasse sa cuisine avec le soleil et qu'il arrête de brûler du bois. C'est évident. Moi, par contre, avant d'arriver à mon zéro carbone dans mes activités classiques, j'y arriverai pas. Donc, il y a ces 2 aspects. Et dans la séquestration, et comme dans la réduction, il y a 2 aspects qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont pour moi le cœur de l'affaire. Planter des arbres pour planter des arbres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Planter des arbres et créer de la vie, créer de la biodiversité, créer de l'activité, ça a de l'intérêt. Donc, depuis 2015, il y a les objectifs de développement durable qui se sont associés à cette démarche de la compensation, qui permettent d'entraîner derrière cette réduction des émissions de gaz à effet de serre des effets bénéfiques dans l'éducation, dans la santé, dans la parité, dans le développement économique, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc ça marche vraiment bien. Le système, il est surtout, je pense qu'il faut que chacun comprenne que ce système est très sérieux et qu'il est à dimension humaine. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions à ce niveau-là sur ces notions-là? Bon, on continue. Philippe, vous parliez de prise de conscience tout à l'heure, de cristallisation, de changement de priorité. En effet, est-ce qu'il est désormais presque indispensable pour un chef d'entreprise de savoir répondre à cette question? C'est quoi ton bilan carbone? Ça me paraît... Hier, il n'y avait pas eu beaucoup de mains levées. Ça me paraît essentiel. Et je crois que les efforts que font toutes les startups qui arrivent, etc., sont bien parce qu'ils s'adressent aux individus, aux petites boîtes. On va faire du bottom-up. Depuis 10-15 ans qu'il y a une certaine réglementation qui s'est mise en place post-Grenelle, etc. On a fait du top-down, donc il y a des très grandes entreprises qui ont commencé à se faire plaisir, à faire que du scope 1, que du scope 2, avec des tableurs, tout ça, j'en passe pas. Donc aujourd'hui, la nouvelle révolution, il va y avoir que des bénéfices, parce qu'enfin, il y a des offres qui s'adressent à la petite entreprise de 1 personne, qui va de 2 personnes, de 50 personnes, de 50 000 personnes, et les bénéfices sont immédiats. Alors, dans le désordre, il y a aujourd'hui, ça ne me concerne pas, mais la jeune génération, elle ne veut pas travailler dans une boîte qui n'est pas responsable, ou une boîte irresponsable. Donc il faut montrer qu'on fait des choses. Dans ma petite entreprise, grâce à l'ami de Zeil, là, j'ai mis en place un plan LDRSE, etc. C'est formidable de voir que tout le monde s'intéresse à gagner des points chez Zeil. Ah, c'est intéressant, vous allez nous raconter votre collaboration avec Noël Bozard. Voilà, tout est lié, quoi. Zeil, le carbone, tous ces gens qui s'occupent de développement durable sont liés, quoi. Les filles au fond. Anise, excusez-moi. On vous entend. Anise. Bon. Et donc, Anne-Sophie, pardon. Donc, il y a cette dynamique en interne. Il y a cette dynamique en externe. Hier, j'étais au Salon des maires où je parlais de bilan carbone, trajectoire des collectivités, etc. Il n'y a plus une seule collectivité en France qui ne met pas la demande du bilan GES et la demande d'une trajectoire bas carbone vérifiée à ses prestataires. C'est inscrit dans le journal officiel depuis le 20 août 2019 et ça commence à être mis en usage. Pourquoi? Parce qu'en juin 2020, ils se sont tous fait élire parce qu'ils étaient tous écolos d'un coup. Donc maintenant, il faut que ça déroule. Donc vous ne pouvez plus, notamment ici où il y a beaucoup de gens qui sont dans l'événement, parler de faire votre business si vous ne faites pas votre bilan carbone. Ça, c'est impossible. Et un bilan carbone, ça ne se fait pas le mardi pour le mercredi. C'est clair. Ça se prépare. Il faut aller chercher les données, il faut les comprendre. Vous pouvez très bien passer sur des moulinettes informatiques qui vous disent votre compte en banque fait tant de CO2. Ça, c'est débile. Je veux dire, la monétisation directe du carbone à partir des dépenses, c'est débile. C'est une bonne idée pour se peser la louche, quoi, mais bon, c'est pas... Alors, ça prend combien de temps pour Ça dépend le niveau d'organisation de votre entreprise. Bien sûr. Si vous avez une boîte normalement gérée, bien construite, etc., toutes les pièces administratives et comptables dont vous avez besoin pour faire le bilan, elles sont sous la main, quoi. Donc, vous passez 2 heures, vous passez 3 heures, vous le faites. Bon, si vous mettez 2 semaines à réunir vos pièces, vous mettrez 2 semaines. C'est ça la magie de l'informatique. Quand aujourd'hui, vous avez, il n'y a pas si longtemps que ça, une seule solution qui s'appelle faire venir un consultant qui va vous mettre en place un tableur, qui va en amont vous donner un questionnaire à remplir, qui en amont va vous embêter avec machin,
Vous voyez qu'un bilan carbone, ça coûte 10, 15, 20 000 balles, ça prend 3 mois. Aujourd'hui, grâce aux startups, j'en fais partie, malgré mon âge, eh ben, ça vaut entre 500 balles et 5 000 balles, quoi. Et ça se fait tout seul, c'est beaucoup mieux. Donc, on était sur la motivation. Donc, les salariés, ça me paraît important, les collaborateurs. Les actionnaires, évidemment, ceux qui ont mis de l'argent chez vous, ils aiment bien aussi que ça soit une boîte verte. Les fournisseurs, les collectivités. Et puis, bien sûr, le compte d'exploitation. Parce que le bilan carbone, c'est magique, c'est la chasse au gaspillage. Dans les années 70, vous savez qu'on a eu la crise pétrolière, il y avait des grands panneaux, la chasse au gaspillage. Ben, le bilan carbone, c'est la chasse au gaspillage moderne. Les déplacements inutiles, les transports inutiles, les chauffages inutiles, les climatisations inutiles, les petits fours inutiles, les emballages inutiles, tout ça. Donc à la fin, si vous avez compris tout ce que je viens de dire, c'est que c'est des euros qui disparaissent. Et quand vous revenez un tube en arrière, quand vous savez qu'un bilan carbone, ça peut coûter entre 500 et 5 000 balles, ben c'est forcément rentable. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. Alors, ouais. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour quelqu'un qui organise un événement. C'est une très bonne nouvelle pour quelqu'un qui gère un hôtel. Donc, je parle aux gens qui sont un peu dans la pièce. C'est intéressant. Donc, oui, j'ai un petit peu abordé tout ça. Puis là, je mets ici la future taxe carbone. Alors, il y a à boire et à manger, parce qu'elle existe déjà depuis longtemps. Hein. Ce qui va se passer, qui va être totalement nouveau, qui va être terriblement cinglant, c'est le fait que depuis le 14 juillet 2021, on a les ETS qui ont été étendus. Alors, j'expliquerai ce que c'est les ETS au transport et à l'immobilier. Les ETS, c'est les systèmes d'échange de quotas carbone. Hein, c'est post-Kyoto, etc. On a fait des tas de trucs comme ça. Bon, on a mis ça dans une case bien réservée, l'énergie, l'industrie, donc c'est intéressé par le grand monde. Maintenant, il y a le transport et l'immobilier, c'est-à-dire tout le monde. Ça, premièrement. Deuxièmement, comme on était entre gens bien pensants à l'époque, on s'est donné des quotas tellement élevés que tout le monde était sous quota, quoi. Donc, le marché n'a pas monté. Là, la Commission européenne a décidé que, 1, les quotas seraient très courts, que 2, il y aurait une progression, une diminution obligatoire d'au moins 1,3% par an. Donc, ce qui veut dire que, sans se tromper, en 2025-2026, les quotas carbone seront à 300 € la tonne. C'est un prix d'équilibre assez intéressant pour l'économie carbone. Parce qu'aujourd'hui, le quota carbone est autour de 50 €. Et je rappelle qu'il y a 2 ans, il était à 7 €. Qu'il y a 1 an, il était à 30 €. Et que bon, il y a des gens qui commencent à comprendre que ça va monter très vite, quoi. Donc, il faut réduire son empreinte carbone. Et ce n'est pas spéculatif, donc on ne peut pas en acheter d'avance. Hein. Donc, pour vos clients, pour vos collectivités, pour vos salariés, pour votre compte d'exploitation, pour la taxe carbone, faites votre bilan. C'est devenu un outil, c'est comme faire sa comptabilité, quoi. Moi, voilà, je pense, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que d'ici 1 an ou 2, ça ne sera pas possible à la fin de l'année de ne pas sortir et son bilan comptable et son bilan carbone simultanément. Hein, vous êtes prêts tous dans la salle. Non, mais vous le ferez tous. Alors, le Carbo et moi, on reviendra à une nouvelle séance et vous lèverez tous avant en disant oui, on l'a fait. D'accord. Ouais. Autre constat, Philippe, l'empreinte carbone provient de 50 à 80% des fournisseurs et partenaires. Ah bah, d'où la nécessité aussi d'exemplarité pour que ça fasse effet boule de neige, cercle vertueux, ouais. Et qu'après il y a une propagation des Global Climate Initiative. Pour expliquer les choses, hein, donc depuis très longtemps, je le dis, donc on fait un bilan carbone, un bilan GES avec 3 scopes. Le scope 1, c'est l'énergie que vous brûlez directement. Vous achetez du gasoil, vous achetez du charbon, vous achetez du gaz, vous le brûlez. Vous êtes directement en train de consommer de l'énergie, vous faites des émissions. Le poste 2, c'est l'énergie que vous achetez. Alors, c'est le chaud, le froid, l'électricité, pour faire court. Et le scope 3, ben alors là, c'est la fête à neuneux, il y a tout. Donc, et c'est vachement marrant parce que la loi Grenelle 2, article 225, patata, ils ont dit au grand groupe, vous faites que le scope 1, scope 2. Ça sent un peu la combine, quoi. Donc tout le monde s'est reposé pendant 10 ans à faire que du scope 1, scope 2. Tous les bilans, quoi, que la moitié font. Alors que c'est ça sur lequel vous allez pouvoir agir. Vous pouvez nous décrire un petit peu Ben oui, donc c'est marqué, les déplacements professionnels, les déchets, les déplacements domicile-travail, le transport, et surtout tout ce qu'on achète. La comptabilité carbone, la grande différence par rapport à la comptabilité classique, c'est que ça autorise la triple comptabilité, la quadruple comptabilité. Pour éviter que les gens se débarrassent du sujet carbone, quand un fournisseur vous vend un produit, il met dans son bilan le carbone du produit vendu. Et vous mettez dans vos achats le carbone du produit acheté. Donc ça fait double comptabilité. Ce n'est pas de la TVA, ça ne se récupère pas. Et quand vous vendez à votre tour votre produit à élaborer, votre client se tape, lui, le carbone du produit acheté, et vous tapez le carbone du produit vendu. Vous voyez, c'est fait pour que personne puisse s'en débarrasser. On ne va pas externaliser son transport, on ne va pas externaliser ses productions pour ne pas avoir un bilan carbone. Tout le monde est responsable de ses actes. Ça veut dire que... Ça, c'est la phrase. C'est vraiment un truc intelligent. Pour une fois. Ça va chauffer quand il y aura de la taxe derrière, parce que ça va faire des cumuls terribles. Mais une fois que vous avez vu ça, ben vous dites,
il n'est pas raisonnable d'avancer dans une stratégie bilan carbone, parce qu'à quoi ça sert un bilan carbone? Ça ne sert pas à faire joli, gnangnan, nanana. Ça sert à prendre une photo à un instant T et déterminer un instant T pour un instant T plus 1, une trajectoire de diminution. Si vous faites un bilan carbone pour faire un bilan carbone, aucun intérêt. Un bilan carbone, ça doit vous donner, et c'est bien foutu pour ça, des éléments d'appréciation des possibilités de réduction. Pour faire un petit peu de technique, il y a 23 postes réglementaires dans un bilan carbone qui sont logés pour l'essentiel dans le scope 3. Et bien, vous allez voir là où ça chauffe, et là, vous allez trouver des pistes de réduction. Vous allez voir que vous venez tous en 4x4, ben vous allez changer ça. Ou vous voyez tous que vous achetez du suremballage, vous allez arrêter ça. Il y a plein de choses que vous allez voir tout seul. Alors, vous allez les voir tout seul, vous allez les noter, vous allez les piloter. Et à l'intérieur de ce pilotage, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même 50 à 80% qui ne dépendent pas de vous. Alors pour prendre un exemple simple, vous êtes acheteur de ciment, je m'appelle Bouygues, très bien, j'ai 100 fournisseurs de ciment, super. Eh bien aujourd'hui, si je ne fais pas d'effort avec mes fournisseurs, je vais enregistrer pour chaque tonne de ciment le facteur d'émission par tonne de ciment que me donne l'ADEME, la base carbone. Je sais 580 kilos, un truc comme ça. Donc quel que soit mon fournisseur, indonésien, philippin, australien, brésilien, français, allemand, je vais mettre le même taux de carbone par tonne de ciment que je vais acheter. C'est débile. Parce qu'un ciment, vous l'avez bien compris, c'est pas le même matériau, c'est pas le même process, c'est pas la même énergie, c'est pas le même emballage et c'est pas le même transport. Et on arrive au même résultat. C'est comme si on disait que tous les stylos à billes ont le même prix parce qu'ils ont le même poids carbone. C'est débile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire M. Bouygues, s'il est intelligent, et il l'est, M. Bonifay est très intelligent, il va dire à ses fournisseurs, écoutez les amis, c'est plus possible, vous pesez 5-10% dans mon bilan carbone, je vais à partir de demain prendre ceux qui ont le bilan carbone le plus faible par rapport à leur production. On appelle ça un facteur d'émission par unité d'œuvre. En comptabilité, on appelle ça un prix de revient ou un prix de vente. Le facteur d'émission. Donc, Monsieur Bonifay, patron de la RSE, il va dire à ses acheteurs, bon, maintenant, dans les appels d'offres ciment, vous vérifiez si le prix est bon, si la qualité est bonne, si le délai est bon, et vous allez discriminer les fournisseurs in fine sur le poids carbone. C'est comme ça que ça va changer. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous serez les uns les autres en compétition, qui est un hôtel, qui est un événement, je suis sûr que vos donneurs d'ordre, tôt ou tard, ils vont dire, c'est quoi ton bilan carbone? Nous, cette année, on a fait les bilans carbone de tous les événements Rallye Grand Prix de la FIA, on a fait le BIC de la BPI, on a fait la REF du MEDEF, on fait tous les événements, on a fait le Tour de France, on a fait le Marathon de Paris, on va faire le Dakar. Eh bien, on voit bien que c'est différenciant. Hein, cet après-midi, je fais une petite conférence sur justement l'aspect événementiel des fournisseurs, c'est important. Donc, je suis toujours un petit peu long, hein, désolé. Ah ben non, c'est passionnant, je pense que là, donc, non, il faut absolument que votre écosystème soit avec vous. Hein, et c'est simple. Alors, pourquoi? Merci encore aux startups du digital. C'est possible, parce que quand vous avez un fournisseur à qui vous dites « je veux ton bilan carbone » et que vous lui dites « c'est 15 000 balles et 3 mois de délai », il va dire « t'es fou ». Et si vous dites « aujourd'hui c'est possible grâce aux startups, grâce à GCI, grâce à Carbo, etc. », tu peux faire ton bilan carbone, ça va te coûter 1000 balles, c'est fait en 2 jours et ça va te faire gagner du pognon, et bien il le fait. C'est ça la nuance. Alors justement, on peut rappeler... Allez-y. Comment on fait? Là, vous en avez un peu parlé, mais concrètement. Alors, donc, je suis le mec qui fait ma comptabilité carbone. Très bien. Je m'aperçois dans mes postes extérieurs qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Digitales, voilà. Donc, je vais repérer mes fournisseurs qui pèsent lourd dans mon bilan. Je vais leur envoyer un gentil mail. Salut Toto, comment ça va? Je suis engagé dans une stratégie éco-responsable. Je souhaiterais t'associer. Quelque part, si tu ne t'associes pas, ben, tu vas partir. Bonne nouvelle, je t'amène la proposition et la solution. Donc tu vas te connecter, par exemple ici sur GCI, tu vas faire ton petit bilan, c'est vachement bien, c'est sympa, c'est pas cher, et dès que tu auras fait ton bilan, je vais transformer ton facteur d'émission moyen nul par un facteur d'émission qui représente la réalité de tes efforts à toi. Alors, il est clair que mécaniquement, les facteurs d'émission de la base carbone de l'ADEME sont supérieurs à la réalité. Ils sont bien obligés de faire ça. Hein, c'est pédagogique, ça entraîne les gens à dire pourquoi moi qui fais du ciment à 300 kg de CO2, je me taperai du 580 kg de CO2 à la tonne de ciment. Donc c'est très incitatif. Donc vous-même, vous êtes toujours on est toujours le prestataire de quelqu'un, vous avez intérêt à faire votre bilan carbone pour montrer à vos clients que non seulement vous êtes super, vous êtes sympa, vous n'êtes pas cher, mais en plus vous êtes faible carbone. Il faut montrer pas de verte. Par exemple, si je prends un prestataire, un commissaire au compte ou un comptable, on en a beaucoup chez nous, c'est un peu débile parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a rien dans la base carbone, on leur dit... Tu payes 20 000 balles ton commissaire au compte, ça fait X kilos de carbone. Et si tu es un petit malin que tu négocies 10 000 balles, ça fait X sur 2. Avouez que c'est un peu débile comme raisonnement. Quel que soit le commissaire au compte. Donc il vaut mieux demander à son commissaire au compte qu'il fasse son bilan carbone,
qui fasse ce qu'on appelle son calcul d'émissions par unité d'heure. On dit, c'est quoi l'unité d'heure? On a le commissaire au compte. Ben, c'est les euros qui vous facturent. Si le type fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui fait 1000 tonnes de carbone, vous avez compris que chaque fois que vous achetez 1 euro, ça fait un truc différent. Donc le cercle vertueux s'organise comme ça. Au revoir. Donc, je vais accélérer. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vous voyez, ce cercle vertueux-là, nous avons cette expérience, nous, depuis à peu près 10 ans dans le transport. Oui, moi, comme clients principaux, j'ai des Unilever, des Carrefour, des Auchan, tous les grands distributeurs, les grands industriels, etc. Donc, leurs fournisseurs de transport sont déjà dans cette boucle. On a déjà plusieurs dizaines de milliers de gens qui jouent ce jeu-là, et on est passé par le côté le plus compliqué, le transport. Donc, pour le reste, c'est extrêmement simple, parce que pour vous faire ce parallèle, pourquoi je fais ce parallèle? Parce que le transporteur, c'est plutôt une contrainte qui n'est pas très avantageuse pour le transporteur, parce que ça le met au pied du mur, ça l'embête, etc. Et un transporteur, il a du mal à se différencier d'un camion sur l'autre. Ça les embête plus qu'autre chose. Alors que dans le reste de l'activité, c'est très intéressant de faire ça. Petite question ou pas? Super, une question, une première question. Attendez, on vous amène un micro. Merci donc en effet de vous présenter votre entreprise. Bonjour messieurs, dames. Isabelle Gallet-Coty, société Sorea. Alors je suis désolée, je viens d'arriver, mais je veux quand même poser la question, moi, qui me pose problème au niveau du bilan carbone. On a une activité de vente à l'export. Donc on est positionné sur l'international. Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez un bilan carbone qui est plombé par les transports maritimes, dont vous ne pouvez pas vous affranchir? Quand on va livrer en Asie, en Afrique du Sud, en Afrique tout court, en Amérique du Sud, on est plombé. Ce bilan carbone, en fait, il est complètement tributaire de nos transports dont on ne peut s'affranchir. Alors, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Transporter une machine-outil ou quel que soit un produit en conteneur d'Europe en Asie coûte 10 fois moins cher en carbone que de faire 500 km en camion en France. Donc ne dites pas que l'exportation est plombée par ça. Par contre, à l'envers, vous voyez, il y a une désinformation permanente. Je travaille avec les coopératives qui font du lin. Donc ils m'appellent en disant, vous comprenez, nous on fait du lin, on est dans le sud-ouest, on est dans le super, etc., etc. Et on est plombé parce que les façonniers sont en Chine ou en Turquie, alors ça plombe le bilan carbone. Je vais arrêter des bêtises, quoi. Le poids carbone de votre lin, il est dans le champ. Les engrais, le fuel du tracteur, etc. L'aller-retour dans un conteneur 20 pieds ou 40 pieds de 50 000 chemises, ça pèse de rien. Donc vous avez intérêt à expliquer à votre client chinois, australien, etc., vous avez intérêt à lui donner le vrai poids carbone de votre machine. Sinon, lui, il va faire comme vous, il va imaginer que votre poids carbone est plombé. D'accord? Et puis vous, en France, vous avez récupéré en 5 minutes le poids carbone du transport en étant un tout petit peu plus éco-responsable sur vos emballages, votre process, votre station d'électricité. De là, l'intérêt de compter. Vous voyez, je le disais pendant la préparation de cet entretien, le problème du carbone, c'est que c'est souvent contre-intuitif. On se dit, oh là là, c'est loin, c'est cher. Non, non. Et puis, il y a trop de gens à la télé qui disent le transport, machin. Le transport, quand c'est bien fait, vous savez, quand vous avez un navire Maersk ou CMA CGM avec 20 000 conteneurs hyper optimisés, etc., il fait moins de carbone entre la Chine et ici que vous, entre Deauville et Paris avec votre voiture. Hein. Je vous laisse mettre de vos propos parce que je n'en sais strictement rien. Justement, ouais, c'est ça, alors, ça se mesure. Voilà. Donc, le parti pris qu'on a pris, c'est de ne pas me parler du bilan carbone transport. En fait, on reste vraiment sur le bilan carbone de notre produit. Et ça vous semble... je pense que vous vous privez d'un avantage énorme parce que comme ça, à la louche, le transport dans votre affaire de carbone, que vous m'avez parlé hier soir de vos produits, ça doit être 1% ou 2%. Et alors, vous laissez par contre l'imagination spéculer chez votre client final. Non, mais je veux bien recalculer. Je vous fais une offre devant tout le monde, je vous le fais gratuitement. Non. Je prends. À saisir, oui. À saisir. Non, mais je vous assure, je ne l'ai pas compris comme ça. Ouais. Non, mais on en reparle après. Je vous en prie. D'autres questions? Attendez, madame, on va vous passer un micro pour une remarque. Qu'on vous entende bien. Merci. Non, faut rien appuyer, ça fonctionne. Rien besoin d'appuyer, parfait. C'est parfait. Bonjour à tous et toutes, Christine Méchin, Nautil Conseil. Je pense qu'il faut surtout raisonner analyse du cycle de vie. C'est complémentaire. L'analyse du cycle de vie, c'est beaucoup plus intéressant globalement, mais je veux dire, on est dans des ratios de... Voilà, comment vous dire ça? Qu'est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie? L'idée du bilan carbone, c'est de mettre quelque part un indicateur fiable, mathématique, arithmétique, qui permet de comparer. L'ACV, c'est totalement différent.
L'ACV, il y a les aspects de biodiversité, les aspects de recyclage, etc. Autant d'ACV, autant d'interprétations. Mais un bon ACV commence par un bon bilan carbone. Merci, oui. D'accord ? Ça commence comme Là, ça. je partage. Donc moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de partenaires dans notre réseau. On a 80 partenaires qui sont spécialistes de l'ACV. Ils se servent de notre outil pour être les rois du monde en carbone. Et moi, je leur laisse faire leur partie ACV, mais c'est pas le même débat et c'est pas encore digitalisable à ce niveau-là, quoi. Ce soit pas digitalisable, j'entends. Pour autant, le scope est plus large. Oui, non, mais il y a toute effectivement. la dimension derrière humaine, sociale, sociétale qui n'est pas dans le bilan carbone. Mais la base, c'est vraiment le bilan carbone. Vous construisez autour. Donc, comment ça fonctionne une plateforme digitale ? Il y a une autre marque. Excusez-moi, c'est juste pour compléter votre propos. En fait, moi, je vous parlais de, effectivement, mes soucis par rapport au transport. C'est suite à ce qu'on appelle l'ACV, quoi. Et vous nous dites quelque part, alors c'est parce que je pense il y a de la méconnaissance de notre part. Quand on fait une ACV sur l'ensemble du cycle de vie du produit, enfin, vous avez bien les codes parts qui correspondent, voilà, du point zéro jusqu'à... ACV, bilan carbone se parle, mais c'est pas mon sujet du jour. Hein. Oui, mais vous voyez, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai pas tout compris. Écoutez, je suis à votre disposition après. Comment aujourd'hui on est passé d'une offre marché qui était une offre compliquée, longue et coûteuse à une offre pratique, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez ce type de proposition de valeur qui est là, qui va vous permettre de faire une chose qui me paraît essentielle dans un bilan carbone, c'est vous l'approprier. Aujourd'hui, tout bilan carbone qui, au-delà de la période de formation et d'initiation, vous fait vous lier pieds et poings liés qu'un consultant n'est pas, je dirais, un bon bilan carbone, parce que si vous ne le partagez pas avec vous-même, vous aurez beaucoup de mal à le partager à l'intérieur de l'entreprise. Donc un bilan carbone, c'est quelque chose qu'on doit s'approprier. De là, la floresse de 5-6 entreprises aujourd'hui qui proposent ce genre de solution en digital. Oui, c'est ça. C'est parce que ce secteur d'activité n'a pas échappé à la digitalisation. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça a divisé les prix par 10, ça a augmenté la précision des calculs par 100, et tout le monde s'y retrouve. Bon, nous, on a l'avantage d'être les plus anciens sur ce marché-là. On a démarré ça en 2008. Donc, on a aujourd'hui une offre qui est assez originale sur 3 points de vue. D'abord, sur l'auto-apprentissage. Il ne faut pas oublier qu'on a appris notre métier avec des transporteurs routiers qui ne sont pas très motivés. Donc, les interfaces qu'on utilise sont extrêmement ludiques, intéressantes, et alors qu'elles sont sophistiquées. Donc, pas de formation initiale. Un accompagnement de 1 à 4 heures au départ, et puis c'est réglé pour la vie. En digital. En digital. Oui. Ah oui, tout est digital. Ouais. Au milieu, dont je parlais tout à l'heure pour le ciment, le facteur d'émission. Aujourd'hui, pour chercher un facteur d'émission d'un produit, d'un service, vous avez plusieurs bases référentes. En France, c'est la base carbone. En Suisse, c'est EcoInvent. Dans le BTP, c'est IGNIS. En Angleterre, c'est l'EFRA. Donc, vous avez sur le digital accès à toutes ces bases. Mais l'objectif final, c'est quand même que tous vos fournisseurs, alors c'est un but ultime, fassent eux-mêmes leur bilan GES et de ce bilan GES sortent leur facteur d'émission de ce qu'ils vous livrent. Et ça, c'est la stratégie gagnante. Et puis après, un bilan GES, c'est le début d'une aventure nouvelle dans la gestion de l'entreprise. Hein, c'est du compte d'exploitation prévisionnel carbone, c'est du benchmarking, c'est de la trajectoire, c'est de l'analytique, c'est du waterfall. Et bien évidemment, si vous êtes un petit peu moyenne, grande boîte, vous pouvez vous associer grâce à ces outils directement, sans avoir besoin de passer par des consultants, aux trajectoires Science Based Target de l'ONU, à la stratégie nationale bas carbone voulue en Europe. Donc tout ça fait partie des éléments construits dans notre tête à tous depuis les années 70 qui s'appelle du bilan comptable et tout ce qui va avec. Donc un bilan carbone, mais si c'est un bilan carbone, c'est un donut, 3 histogrammes et 4 PowerPoint, c'est pas la vie. Un bilan carbone, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose sur lequel on voit, sur lequel on a des trajectoires, on peut y revenir. Nous, quand on ouvre un compte bilan carbone pour une entreprise, petite, moyenne ou grande, c'est ouvert pour 12 mois. On y va, on y revient, on avance, quoi. J'allais parler de la longévité. Enfin voilà, cette année, on le fait à n'importe quel moment de l'année. On le fait comme on veut. Moi, par exemple, et ça dure. Enfin, c'est un tampon qui est valable pour. Ouais, l'essentiel. Non, alors il n'y a pas de tampon parce qu'il n'y a pas de réglementation. Pardon, il y a pas de. Les clients chez nous aujourd'hui, ils viennent, ils disent bon, rétroactivement pour voir où j'en étais, je vais me faire le 2020, voire le 2019. Ouais. Et puis comme ça, j'aurais bien appris ce qui va pas. En 2021, je vais faire ça plus précis. Et donc, je vais démarrer 1er juillet 2022 avec mon plan d'action. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est instantanément se servir du passé pour aller dans un avenir meilleur pour tout le monde. Donc vous accompagnez les entreprises. Ah oui, on accompagne. Voilà. Alors, on les accompagne 24 sur 24, 7 sur 7, parce que c'est la machine. La machine est intelligente. Elle va donner 80% des pistes. Donc, nous, on garantit la totale autonomie. Bien évidemment,
Sur le territoire, on a 80 experts agréés qui sont des spécialistes, qui en ACV, qui en économie d'énergie, qui en isolation. On en a une cinquantaine en France et on en a une trentaine dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc ce côté-là, on sait aussi garantir l'accompagnement. Mais ce que je veux passer comme message, c'est que c'est simple comme bonjour. Il y a des aides en ligne, il y a des outils en ligne, il y a de l'intelligence en ligne, donc on doit pouvoir s'en sortir. J'ai une question, Philippe. C'est en écoutant Madame là un peu qui parle de cette méconnaissance sur le transport. Quelle réaction ils ont les entreprises à la fin en disant finalement on n'est pas si mal. Comment je sais. Alors c'est compliqué le pas si mal. C'est compliqué. Non mais c'est compliqué. non mais qu'est-ce que vous voyez, il y a pas de, on sent qu'il y a une vraie. Comme il y a tellement peu d'entreprises qui jouent le jeu, et puis celles qui jouent le jeu, il y en a tellement peu qui mettent leur bilan à disposition, même sur le service de l'ADEME, on a du mal. Donc aujourd'hui, on en parlait hier avec quelques amis spécialistes, on a une difficulté à positionner les gens. Par contre, il y a un truc qui est essentiel et qu'on pratique nous depuis 10 ans, c'est la trajectoire. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si je m'appelle Leroy Merlin, du bilan de Castorama? Ce qui m'intéresse, si je suis quelqu'un de responsable, c'est que ma trajectoire Leroy Merlin, elle soit à -3, -4, -5%. Parce qu'à l'intérieur des moyens qu'on me donne, des moyens géographiques, des moyens logistiques, je peux faire mes efforts. Je ne peux pas me comparer. Donc dans l'absolu, peut-être, quand on aura tous réussi à avoir des milliers d'utilisateurs de nos services, on aura des benchmarks d'entreprises. Mais je crois que quoi qu'il arrive, il faut revenir sur le principe fondateur des agences de notation au début des années 2000. Ce qui compte, c'est la trajectoire. La valeur relative est bien plus importante que la valeur absolue. Parce que, aussi, à l'envers, vous pourriez dire, isopérimètre, ça va bien. Si je fais plus de chiffre d'affaires, je vais faire plus de carbone. Oui, tout ça, c'est un peu ridicule. Ce qui compte, c'est les trajectoires. Et on va très vite voir tout seul si on a fait des progrès ou pas. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Imaginez qu'en 2019, j'ai eu la grande révélation, j'ai commencé à mettre en place des plans de réduction dans ma boîte. En 2020 aussi. Donc, c'est ce que j'appelle, je fais du régime, je fais du sport. Bon, maintenant, je vais me mesurer. Est-ce que ça a payé? Là, je vais le voir. Et puis ça va me mettre. Je vais être fier, je vais me dire. Ouais. Et puis donc en 2022, je vais me donner un objectif de -5, -10 en plus. C'est ça qui compte. Bien sûr. Des questions? Il y a l'ami de Zay qui est là. Je parlais de toi tout à l'heure. Racontez-nous, Philippe. Oui, je raconte. Je racontais votre accompagnement. Je racontais la dynamique. Je dis, j'ai été surpris. Moi, je suis dans le bilan carbone, etc. Et j'ai rencontré ce magique entrepreneur de Zay, notre ami là-bas. Zay qui est donc une solution digitale. C'est une plateforme RSE. Moi, toute mon équipe maintenant est motivée à regarder où on en est sur Zay. Est-ce qu'on a fait des économies? Est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce qu'on a été un bon comportement? En plus, ils nous envoient des infos régulièrement sur les déchets et tout. Je trouve ça très bien. Et je dis donc, il existe véritablement dans le cœur de l'entreprise, les salariés de l'entreprise, cette volonté de participer à autre chose que faire du profit. Faire du profit à l'intérieur d'une boîte raisonnable. Donc, j'applaudissais en ton absence cette initiative, cher ami. Cette implication, vous la sentez, vraiment. C'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé là. Donc, le résumé pour faire un peu de commerce sur Global Climate Initiative. Donc, on existe depuis un peu plus de 10 ans. On a un statut particulier d'agence de notation extra-financière. C'est notre base de réflexion. On est assez original dans la mesure où on est de 100% digital, mais on a quand même une gouvernance très importante. On a 14 personnes au conseil scientifique, 48 au conseil de notation. C'est une boîte de moins de 20 salariés, mais vous voyez, donc, c'est une boîte qui se positionne jusqu'à ce jour uniquement sur les très grands groupes internationaux pour une démarche un peu construite. On est certifié Bureau Veritas, on est certifié plein de choses. Et la nouveauté avec Global Climate Initiative, c'est qu'on met en place plein maintenant de partenaires sur le terrain qui vont se servir de l'outil. Donc la GCI devient un outil à disposition de professionnels des entreprises pour faire chacun leur boulot. Voilà un petit peu le résumé. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est que le bilan carbone, c'est une affaire personnelle. Donc on l'a fait soi-même. Pour soi-même, évidemment, c'est bien pour la communication, c'est bien pour les fournisseurs, c'est bien pour l'image. Si, c'est vertueux. Ouais. Et puis, on doit chacun considérer, même si on est tout petit, qu'on est au cœur d'un écosystème où on doit attirer tout le monde à le faire à son tour. Ouais. On n'y arrivera pas si ce n'est pas tout le monde qui le fait, et c'est comme ça que ça se passe. Si on veut faire des objectifs de -3, -4, -5% de CO2, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur les boîtes du CAC 40. On a ici l'homme de l'air liquide, il peut faire tous ses efforts, il ne le fera pas tout seul, quoi. Voilà. Y aurait-il quelques questions? Oui, j'espère. Des questions. Il y en a une au fond. Bonjour, Laurent de Carbo. Je ne veux pas du tout mettre au pied du mur ou quoi que ce soit. J'aimerais bien avoir vos idées un petit peu sur ce que vous mettez en place pour les plans d'action. Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous donnez essentiellement de l'analyse? Ou est-ce que vous arrivez à sortir des actions un petit peu concrètes à vos clients ou pas? C'est quelque chose auquel on réfléchit énormément. Donc je peux te montrer, là, c'est pas ma partie la plus, mais on a tout un système de plans d'action qui sont déjà bien en place que sur le client. On analyse le bilan global et on détermine des pistes et on met en place aussi des plans d'action.
Toi, on suit à ce stade, là, d'après ce que j'ai compris, la méthode pas à pas de l'ADEME ou je sais pas. Mais si tu veux tous les détails, je te les donne là en ligne. Là, je te branche avec quelqu'un. Qui dit plan d'action, c'est après, puis enfin Oui, l'accompagnement. parce qu'il a raison. Oui. Si Oui. tu fais un plan, si tu fais un bilan, que tu fais pas un plan d'action derrière, autant voilà. Ah, mais au final, il faut soumettre un bilan carbone. Il faut aller voir Zeil aussi sur. Ça en fait des solutions. Non, il faut créer une dynamique intéressante dans la boîte. Il Et faut je pense qu'il y ait un que responsable RSE. il ça, ne c'est peut pas y une avoir que le bilan carbone. Hein. Il y a de la CV, il y a de la RSE, il y a du social, il y a. Et cette structuration en interne Ouais. dans les entreprises. Parce que là, on voit de plus en plus des responsables RSE. C'est nouveau, ça. Ah dans bah les oui, entreprises. ah oui, avant le responsable RSE, c'était le type qui allait partir à la retraite, dont on ne savait pas quoi foutre, puis je le mettais là. C'était comme ça, quoi. Il faut appeler un chat un chat, j'ai vécu ça. Ah, hier, on a eu le Ouais. témoignage d'Emma Paloki, 23 ans, responsable RSE. Voilà, Fullman, donc elle a aujourd'hui dit, ça change, c'est des jeunes qui arrivent, tac, 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 qui en veulent, donc ils sont dans du digital, ils veulent des outils, ils veulent que ça soit interactif, et puis c'est pas un patron RSE qui rend compte au PDG, la RSE c'est dans l'écran de chacun des collaborateurs. Mhm. Hein, le collaborateur, il doit être aussi intéressé que le patron, avoir son classement sur la plateforme Zeil, sa trajectoire carbone, le fait que ça soit safe ici. Non, je crois que c'était la solution, ce digital qui est allé partout. Et alors, en termes d'empreinte, puisque souvent on dit empreinte digitale, etc., c'est vrai que le digital, c'est pesant, mais c'est quand même moins pesant de se connecter que de se déplacer, quoi. Donc il faut de temps en temps être raisonnable. Quand j'entends les gens qui disent voilà, le numérique, ça fait du carbone, bien sûr, mais ça en fait moins que les déplacements, d'une part. Puis tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dans la salle là, qui s'occupe de l'amélioration de la performance énergétique, donc du bilan carbone des systèmes d'information. C'est vrai que suivant la base de données, suivant le serveur, suivant le cloud, vous pouvez faire là aussi votre plan d'action de réduction. Vous, Philippe, cette prise de conscience, vous avez eu un parcours avant dans l'industrie, je crois, un gros Ouais, moi parcours j'étais industriel 20 ans, Ouais. et depuis 20 ans, je suis dans le développement durable. Ouais. Et alors Mais je dis pas, j'ai culpabilisé pendant 20 ans. Non, parce que Non. pendant les 20 ans, j'ai construit des trucs intéressants. J'ai construit des wagons qui transportent les camions. J'ai construit des bennes très légères, donc ça, c'est l'industrie. Et depuis 20 ans, je m'occupe exclusivement de développement durable. Ouais, que Hein, c'est- donc, ça a commencé en 2005, 2006 par mon rencontre avec NKM, et puis le Grenelle, et puis voilà. Et puis tout ça est né d'abord par une association en 2007. Association qui s'appelait le Cercle pour l'Optimodalité, puis c'était concrétisé en agence de notation en 2011. Bon, super. Merci. Une question? Oui. Bonjour, Rachel, donc Best Western, je suis responsable RSE marque employeur. Donc bilan carbone, nous, ça nous intéresse. C'était pas la priorité, en fait, on a d'abord, nous, agi, on se dit d'abord on agit, on a labellisé un tiers de nos hôtels avec les vertes. Maintenant, on se dit, bon, on va peut-être faire des bilans carbone. Par contre, si on prend juste du scope 1 et 2, en gros, on ment aux clients parce qu'il n'y a pas les déplacements des collaborateurs. Donc c'est n'importe il quoi. vaut mieux rien faire. Non, voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font de la communication sur des bilans carbone complètement faussés. Et donc ça, moi, je trouve ça scandaleux. Et je trouve qu'il devrait y avoir presque une harmonisation et obliger de toutes les boîtes de faire du scope 3. Ah non, mais ça c'est clair. Mais quand Parce vous qu'il n'y voyez a pas de réglementation, Donc, c'est en ça. gros, Il n'y a pas de il y a- sanction. c'est C'est pas non, sanctionné, c'est pas. Il y a, depuis la loi de transition énergétique de 2019, les grands groupes sont incités vertement à faire du scope 3. Ils le font. Oui, incité. Mais Incité, voilà, c'est ça. Mais c'est pas, ils sont pas sanctionnés Il ou n'y a pas. ni contrôle ni sanction. En fait, je reviens à la phase de début. C'est une affaire personnelle. Le type qui se regarde dans la glace en disant j'ai un bon bilan carbone et qu'il a fait scope 1, scope 2, shame on you, quoi. C'est terminé. Si Best Western veut faire quelque chose, c'est un outil de gestion, un bilan carbone. Si vous ne faites pas le scope 3, vous n'avez aucun point d'analyse. Sinon, à couper l'eau chaude à vos types quand ils prennent la douche, quoi. Si vous voulez, quoi. Ça sera le carbone. Vous voyez, c'est vraiment très important de faire le scope 3. Et je comprends bien que jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, grâce aux nombreuses solutions digitales, c'est simple, c'est pas coûteux et c'est rentable. Donc, si vous voulez faire ça chez Best Western, c'est extraordinaire, quoi. Vous pouvez avoir un coût moyen par hôtel inférieur à 300 balles, quoi. Donc, et vous faites le scope 1, scope 2, scope 3. Donc, non, vous savez, quand on a traité, nous, la FIA, les grands prix, c'est 400 grands prix et rallyes dans le monde. Donc, on leur a fait un prix d'enfer parce que ça m'intéressait énormément que même le rallye de course de côte au Mexique, il fasse ses efforts, quoi. Vous voyez, donc c'est ça l'intérêt du digital. Alors, tant qu'on adressait à ces gens-là des propositions à 20 000 balles et 6 mois de délai, alors que là, maintenant, tout le monde le fait, quoi. Donc, comme je dis, cette année, on a gagné les 24 heures du Mans, on a gagné le Tour de France, on a gagné le Paul Ricard, on a gagné Monaco. Voilà, j'essaye à tout gagner. Bon. Bah écoutez,
Je crois qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Mangère. Donc, je rappelle, président fondateur donc de Global Climate Initiative. Vous pouvez le rencontrer après. J'ai quelques petites plaquettes très courtes, si vous voulez, ici, là, vous donner qui résument tout ça. Ouais, le b.a.-ba du bilan carbone. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous invité. pour votre attention.